Comment accompagner la transmission d'entreprises familiales? Voilà le sujet qui va nous animer à présent. C'est vrai qu'on pourrait penser que la transmission d'une entreprise familiale est un sujet facile. Il suffirait de choisir parmi ses enfants celui ou celle que l'on imagine reprendre l'entreprise. Mais c'est en fait une succession de défis à relever. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Turquetil tout d'abord. Bonjour Pascal Turquetil. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Vous êtes entrepreneur international, investisseur et mentor. Vous avez vous-même dirigé pendant 25 ans le groupe Muller, qui est une PME familiale que vous avez rejoint et que vous avez ensuite transformé en ETI. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Johan Rivalan. Bonjour Johan Rivalan. Bonjour Nicolas, bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la banque privée d'UBS et des histoires de transmission d'entreprises familiales. Vous en entendez très régulièrement parmi vos clients. Vous nous expliquerez ce que vous voyez et comment on les accompagne dans un instant. Juste avant, Pascal Turquetil, un chiffre pour commencer cette discussion. Près d'1 million d'entreprises en France sont à transmettre aujourd'hui. Près de la moitié n'ont pas de successeurs. Qu'est-ce qui bloque? Où est le problème sur le sujet de la transmission d'entreprises familiales aujourd'hui? Alors, est-ce que c'est un problème? En tout cas, c'est, à mon avis, une belle opportunité. Alors, le chiffre est réel et il n'est pas qu'en France. Il est également en Europe. Parce que le sujet, c'est la préparation. Comment mobiliser les entrepreneurs pour qu'ils réfléchissent par anticipation à la transmission, une cession partielle ou totale. Donc il y a une question de méconnaissance et peut-être de prise de conscience de certains dirigeants qui ne veulent pas forcément en parler parce que ce sont des sujets qui peuvent être de temps en temps avec beaucoup d'irrationnel, d'émotionnel. Ils ne veulent pas en parler au sein du cercle familial, c'est ça? Alors ça peut, souvent, ils peuvent considérer que les enfants ne sont pas intéressés s'ils veulent le céder à des enfants. D'accord. Peut-être également qu'ils ont un contrat, un CDE, un contrat à durée éternelle. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent rester à la tête de l'entreprise très longtemps. Donc il y a beaucoup de sujets qui peuvent être également, je disais, irrationnels, émotionnels, qui peuvent freiner l'anticipation de ces transmissions. Il peut y avoir également des méconnaissances des outils qui sont à leur disposition pour pouvoir transmettre dans les meilleures dispositions auprès de leur famille ou à des investisseurs ou à des partenaires. Sachant que Caroline Mathieu nous disait en première partie qu'une transmission d'entreprise, ça prend entre 5 et 10 ans à préparer. Donc effectivement, c'est des discussions qu'il faut avoir en amont. Johan Rivalan, vous êtes étonné par ce chiffre? Vous faites le même constat dans les discussions que vous pouvez avoir avec les entreprises familiales ou les familles que vous accompagnez? Oui, absolument. Et je reviens tout à fait sur la notion d'émotion, d'anticipation sur ces sujets-là qui doivent se préparer très en amont. Des choix qu'il faut faire. Donc on parlait de candidats à la reprise. Donc est-ce qu'on a dans la famille des enfants qui sont intéressés, qui sont formés pour cela, donc toute la notion de formation, et c'est là-dessus qu'on accompagne beaucoup les familles sur ce qu'on appelle la next generation. D'accord. Et aujourd'hui, se former, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler dans l'entreprise avant Alors, potentiellement. Alors, c'est travailler dans l'entreprise, donc ça, c'est du côté de l'entrepreneur, mais c'est aussi se familiariser avec les dynamiques sectorielles, avec les opérations de fusion-acquisition, avec la gestion d'un patrimoine aussi financier. Bien sûr, devenir légitime quelque part aussi pour acquérir la légibilité et aussi un regard extérieur. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un sujet de transmission, on en parlait, donc plus de 50% des entreprises vont être transmises dans les 10 prochaines années, et se pose la question de qui? Donc si ce n'est pas la famille, qui? Bien sûr. Est-ce que c'est un minoritaire? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est européen? Et on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est international? Et donc Bien là, UBS regarde aussi des investisseurs qui pourraient être américains, qui pourraient être asiatiques, pour accompagner la transmission familiale. Parce que d'abord, la première question, elle est familiale, et ensuite on va potentiellement vers quels sont les autres acteurs qui peuvent récupérer l'entreprise, pérenniser l'activité de l'entreprise si ce n'est pas un acteur familial. C'est ce que je comprends de ce que vous dites? Oui, absolument. Souvent, dans les familles, la volonté, c'est de garder la transmission familiale. Et c'est vrai que là, le rôle du dirigeant, de la gouvernance, de comment on organise le pacte familial et ces décisions-là, c'est la priorité. Maintenant, il faut aussi regarder les autres options aussi pour dédramatiser le sujet passionnel et peut-être revenir vers la famille après. Pascal Turquetil, alors je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais vous êtes aussi très investi sur le sujet de la transmission d'entreprise familiale au sein du MEDEF. Ça veut dire que le MEDEF regarde de près ce sujet-là. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est de pérenniser une activité en France ou tout simplement de pérenniser des emplois derrière, de faire en sorte que l'activité continue? Le tout. Le tout, d'accord. C'est un sujet d'intérêt national pour l'économie française. Aujourd'hui, il y a de belles pépites qui existent depuis très longtemps. Et si on ne s'en préoccupe pas, ces entreprises risquent d'être fragilisées, non transmises, Johan le précisait, ou absorbées. Et non transmises, ça veut dire quoi? Ça veut dire liquidation judiciaire, c'est ça? Ou s'il n'y a plus de dirigeants? Non transmises dans les meilleures conditions. Parce que ce qui est important dans tout ça, c'est l'emploi.
c'est l'investissement, c'est la visibilité, c'est la capacité de ces entreprises à se développer et qu'il n'y ait pas une fragilisation de l'entreprise parce que la transmission ne va pas être anticipée. Donc, au sein du MEDEF, mais il y a d'autres organisations également, moi je suis également à la Chambre de commerce, d'industrie, il y a également des démarches avec le ministère de l'économie, Bercy, la DGE, qu'on travaille aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet identifié par les pouvoirs publics. C'est un sujet complètement identifié en se disant on peut fragiliser la France si on ne l'anticipe pas. Donc on est en train de mettre les acteurs autour de la table pour essayer de mobiliser les entrepreneurs qui n'en ont pas forcément complètement conscience, les aider à pouvoir faire finalement un bilan de la situation et de leur dire que ce n'est pas impossible de le faire malgré l'émotion, malgré l'affect. Il y a des tiers de confiance et il faut les contacter pour pouvoir travailler sur cette transmission dans les meilleures conditions. Avant de parler des tiers de confiance, un petit mot, vous êtes vous-même arrivé à la tête d'une PME familiale. C'était quoi, la 3e génération? Vous représentiez la 3e génération. Comment est-ce qu'on déclenche la discussion au sein d'une famille? C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'affect. Justement, et généralement, je parlais de CDE tout à l'heure, contrat à durée éternelle, les dirigeants souvent repoussent le moment où ils vont discuter de ça avec leurs enfants. C'est toute leur vie. Évidemment, c'est leur bébé, ils l'ont nourri, ils l'ont développé, il y a beaucoup donc d'émotions dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je parle de tiers de confiance, parce que souvent, un dirigeant doit plutôt écouter quelqu'un en qui il a confiance pour pouvoir aborder ces sujets très personnels, très émotionnels, qui concernent la famille. Et en faisant cela, on peut mettre ça à plat. Donc nous, on a réussi à l'organiser avec des gens de confiance et on a fait un Dutreil, un pacte Dutreil. Alors j'espère, un petit message, qu'il va perdurer. Il va perdurer, effectivement. C'est un message très fort aujourd'hui au niveau de l'administration. Il faut qu'il perdure parce que ça permet vraiment de baliser d'une façon intelligente les différentes étapes pour préparer la nouvelle génération, s'assurer également que ces enfants sont capables de reprendre l'entreprise. Ça aussi, c'est un sujet. Et puis d'arbitrer, s'il y a plusieurs enfants, ceux qui ne seront pas dans l'entreprise. Comment ne pas créer un conflit interne au sein de l'entreprise? Justement, Johan Rivalan, effectivement, on parle de tiers de confiance. Quand on est effectivement une banque privée, j'imagine qu'on gère le patrimoine professionnel, mais aussi personnel d'une famille. Donc, en fait, cette discussion à la lisière entre les deux enjeux, on peut la voir avec vous, par exemple Absolument, et j'aime beaucoup cette notion de tiers de confiance que j'appelle parfois médecin de famille chez nous, où on parle aux différents acteurs de la famille, aux différentes générations, de façon collective, de façon indépendante, et on essaie de donner une vision à la fois objective et extérieure, et en même temps en connaissant les familles depuis plusieurs générations, donc en connaissant les enjeux. Parfois, on a des enjeux plus complexes qu'une famille et leurs 3 enfants. On a plusieurs générations. Plus on s'éloigne en termes de génération, on a des clients qui ont des entreprises qui ont 200 ans. Donc, on est à la 11e génération. Donc là, on a d'autres sujets. On a la multiplicité, on a aussi l'attachement. Qui sera le premier à céder? Qui va ne pas perpétuer l'histoire de l'aïeul? On a des vrais sujets émotionnels et la banque ici joue vraiment le rôle de ce tiers de confiance. Et je voudrais insister sur un autre point, sur le caractère important de ces transmissions familiales. C'est un sujet qui est français, mais qui n'est pas parisien. C'est vraiment un sujet qui est dans tous les terroirs, dans tous les territoires. Donc avec nos banquiers, on accompagne les gens dans les régions. C'est très important et c'est en fait ce qui fait la base des dialogues politiques actuels, je pense. Donc c'est un sujet majeur, je pense, et Dutreil est un mot qu'on va entendre pendant les prochaines semaines, je crois encore. Justement, alors vous parlez tous les deux effectivement de tiers de confiance. On va peut-être commencer avec vous, Johan Rivalan. On peut imaginer que la discussion se passe mal au sein de la famille, on peut aussi imaginer qu'elle se passe bien, et puis on peut aussi imaginer qu'on arrive avec un avis extérieur en disant ce que vous avez imaginé, moi je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure façon d'organiser quelque part le patrimoine parce que vous n'avez pas anticipé tel scénario, tel scénario, tel scénario. Vous pensez que tout va bien se passer, mais il faut penser au pire quelque part aussi. Et notre rôle là-dessus, c'est d'arriver le plus en amont possible, là où les discussions n'ont pas encore lieu. Et j'aime dire qu'on aime bien structurer ces choses-là en temps de paix. Donc quand le sujet n'est pas sur la table et s'entourer de conseils, on est le banquier, mais il y a des avocats, il y a des experts comptables, il y a des fiscalistes, il y a tout un écosystème autour de ces sujets-là. Définir un pacte familial, encore une fois, en temps de paix, définir une gouvernance claire pour que le jour où ces sujets approchent, les choses soient prêtes et aient été discutées en amont.
Et c'est vrai qu'on a des cas de succession, de transmission réussie, on en a beaucoup, et quelques exemples où c'est plus compliqué. Où c'est plus compliqué. Pascal Turquetil, quand vous échangez dans effectivement vos différents engagements sur ces sujets de transmission familiale, quand vous échangez avec des dirigeants, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'on peut vouloir céder son entreprise ou assurer la transmission plus tôt que l'âge de départ à la retraite, est-ce que les dirigeants sont réceptifs à ces sujets-là? Est-ce que c'est plus les générations futures qui s'inquiètent du sujet, ou est-ce que les dirigeants eux-mêmes comprennent que oui, effectivement, il faudrait le faire, mais bon, si je peux le faire l'année prochaine, c'est bien aussi? Alors ça dépend. Ouais. Ça dépend du dirigeant. Il y a des dirigeants qui sont ouverts et d'autres qui le sont un petit peu moins parce que justement, il y a beaucoup d'affect. Donc, il faut créer de l'empathie. D'accord. Et donc, dans mon cas en tout cas, moi j'ai monté un family office et puis je suis associé également avec des fonds d'investissement avec beaucoup d'entrepreneurs. Il faut avoir une certaine légitimité pour pouvoir ouvrir les chakras du dirigeant au moment où il pense à ces sujets. Il est 150% de son temps à la gestion de son entreprise. La partie familiale et personnelle, généralement, elle est souvent oubliée. D'accord. Donc, en remettant finalement tout ça au centre, ça permet de discuter avec le dirigeant des différentes options. Alors, ça peut être une transmission auprès de ses enfants, 1, 2, 3, tous. Bien sûr. Certains. Ça, c'est la première discussion. Puis si celle-là échoue... Ça peut être un premier sujet, mais ça peut être des variantes. Parce que, par exemple, s'il a un projet de croissance important, eh bien, il est possible également de s'associer. Alors, avec une autre entreprise, avec des fonds d'investissement, avec des family office. Alors, avec des prises de participation partielles, minoritaires, majoritaires. Donc, il y a plein d'options. Et ce qui est intéressant dans les discussions, c'est qu'on voit bien que les dirigeants, ils n'ont pas forcément conscience du panel de solutions qui existent. Donc, il faut prendre le temps, Yoann le disait, de l'anticipation, et puis calmer le jeu, pour que ce ne soit pas quelque chose qui les dérange au quotidien. Au contraire, que ce soit un projet familial, intéressant, de survie, de transmission de l'entreprise dans les meilleures conditions. Tous les dirigeants, ce qu'ils aiment, eux, c'est que l'entreprise leur survive, qu'elle soit dans les meilleures conditions, qu'elle protège l'emploi, qu'elle accélère les investissements, l'innovation, et donc la croissance de l'entreprise pour sa pérennité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est psychologiquement ancré dans la tête de tous les entrepreneurs et les dirigeants. Johan Rivalan, oui. Ce que je constate là-dessus, c'est quelque chose qui marche très bien, c'est la rencontre avec d'autres familles. En fait, là encore, anticiper les sujets, faire rencontrer avec des familles qui ont été confrontées aux mêmes situations, ça rassure. Donc on a ce rôle de tiers de confiance, et j'ai cité tout un tas de personnes dans l'écosystème qui jouent ce rôle-là, mais qui de mieux qu'une autre famille qui a eu cette thématique de transmission à gérer pour dire « Ah oui, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire ». Et chez UBS, on aime bien mettre en relation ces familles-là et après les aider et les accompagner dans le temps, bien sûr. Je rejoins complètement ce que dit Yoann là-dessus, c'est que nous, par exemple, au MEDEF, mais à la CCI également, au METI, Mouvement des ETI en France, on fait de plus en plus d'événements pour les mises en relation. Rien ne vaut un dirigeant qui a échoué, parce que c'est aussi l'échec d'un bon enseignement pour celui qui ne prépare pas, et puis également des entrepreneurs qui ont réussi. Et donc cet échange entre dirigeants permet d'accélérer les prises de décision. Et je rejoins également Yoann, elles ne sont pas que parisiennes. Il y a énormément de pépites exceptionnelles en région. Donc là encore, un message, intéressons-nous à toutes les entreprises en dehors de Paris. Évidemment. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pascal Turquetil, entrepreneur international, investisseur et mentor. Merci Johan Rivalan, directeur de la banque privée d'UBS. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.